Nous allons voir aujourd'hui 15 drapeaux rouges en amour. Que ce soit pendant les premiers dates, les premiers rendez-vous. C'est des signaux qui vous montrent que l'autre en face, vous devez le fuir impérativement. Gros drapeau rouge. Cette personne dit ceci, je dois fuir. Ça peut être aussi pendant un couple. Parfois on est très amoureux au début. Puis un jour on a un doute. Parfois, c'est aussi après, pendant la rupture amoureuse. On se dit, est-ce que cette personne était saine ou pas? Pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Parce que peut-être que tu as vécu des relations toxiques précédemment. Et la chose qui est perturbante quand on en sort, c'est qu'on se dit, je croyais être capable de détecter si une personne est saine ou toxique, mais il s'avère que je me suis fait avoir. Peut-être même plus qu'une fois, je me suis fait avoir plusieurs fois par des personnes qui étaient malsaines. Et on en revient à douter de ses propres compétences, à détecter ces personnes. À se dire, si ça se trouve, mon radar ou mon intuition n'est pas bonne, parce que j'ai tout donné dans ces relations. J'ai aimé, j'ai beaucoup pardonné, on a abusé de moi, psychologiquement, financièrement, dans plein de niveaux, on m'a rabaissé, et je me suis laissé faire. C'est peut-être le signe que je ne sais plus repérer ces fameux drapeaux rouges. Je ne sais plus à quel moment je dois rester ou partir. C'est pour ceci qu'aujourd'hui, on va enlever cet émotionnel et remettre un peu de logique là-dedans. Je vous donne les 15 pires drapeaux rouges, les red flags, les pires, si seulement l'un d'entre eux arrive, sois vraiment extrêmement méfiant. Je te recommande de prendre une feuille ou un post-it ou ton téléphone et de les noter un après l'autre. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas? Et vous pouvez aussi m'appeler, il y a un lien pour du coaching qui est juste en dessous. Commençons par la base, sur du freudien. Pas le plus fun, mais la base en l'occurrence. Y a-t-il un souci avec le père ou avec la mère? Alors, si tu es un homme et que tu veux sortir avec une femme, quel est le rapport humain entre cette femme et son père? Est-ce que le père est colérique, l'a détesté, l'a ignoré, l'a couvert de cadeaux, l'a adoré? Comment est-ce que ça se passe entre eux? Si maintenant toi tu es une femme et que tu sors avec un homme, regarde la relation entre lui et sa mère. Dis-toi bien que lorsqu'on est jeune, on passe à peu près une vingtaine d'années dans notre famille. Qui est pour moi mon modèle féminin? Ma mère, bien évidemment. Qui est pour une femme son modèle masculin? Son père, bien évidemment aussi. Sauf que si le modèle familial est défaillant, comment est-ce qu'elle peut avoir un bon modèle paternel ou un modèle maternel au passage? Comment est-ce qu'elle pourrait être équilibrée par la suite si le modèle du père était défaillant? Et si cette personne a passé 20 ans dans cette famille, ce qui est à peu près la moyenne, comment s'attendre à ce que cette personne sache faire dans un couple, sachant qu'aujourd'hui, le modèle féminin ou masculin, c'est toi en face? Voici une petite liste de ce qui peut se passer si le modèle parental était pas bon. Cette personne peut être anxieuse, ou alors, à l'inverse, elle peut être évitante, selon comment ça s'est passé. C'est peut-être aussi une personne qui est décalée sur ses valeurs ou qui n'est pas constante dans ses valeurs. Une personne qui a une faible estime de soi, qui peut d'ailleurs le cacher derrière un masque ou derrière une apparence qui est très sûre d'elle. Ça peut aussi donner une personne qui a des problèmes de colère, de stress, d'inquiétude, de dépression, d'anxiété. Si jamais le père c'était l'agresseur, peut-être que ce sera toi aujourd'hui l'agresseur, ou mais ça avec la mère éventuellement. Alors oui, il y a quelque chose de dur à se dire, je dois d'abord vérifier les antécédents, un peu comme le pédigré sur un cheval ou un chien, savoir d'où ça vient, comment ça fonctionne. Mais en réalité, tu en apprends beaucoup sur quelqu'un en voyant comment ça se passe dans sa famille. Je dis pas que les gens peuvent pas changer, mais tu as une espèce d'image globale de son environnement pour mieux comprendre cette personne. Deuxième signal, deuxième red flag, signe qu'il faut fuir, c'est un comportement incohérent. Cette personne t'envoie plein d'SMS d'amour, plein d'SMS mignons. Et puis tout d'un coup, tu n'as plus rien du tout pendant quelques jours ou quelques semaines. Ou alors, ça va alterner des SMS trop gentils avec des SMS qui seront ensuite trop méchants et qui te rabaissent. Ou une personne qui va t'adorer pendant quelques jours, puis te détester à fond pendant les jours d'après. On parle d'instabilité émotionnelle et c'est pas avec ça qu'on va construire un couple qui sera forcément très simple ni très sain. Troisième drapeau rouge, de la violence verbale ou physique. Qu'on se mette d'accord. Tous les couples se disputent. Parfois, des gens me disent Antoine, on s'est séparés au bout de 15 ans de mariage, on ne s'est jamais disputé une seule fois. C'est bizarre au passage. Il est expliqué, il a été étudié que des couples sains devaient se disputer de temps en temps. C'est quelque chose qui est normal. Ne pas se disputer du tout serait bizarre, trop se disputer serait bizarre aussi, donc se disputer un petit peu, c'est normal, mais au moment de ces disputes, jusqu'où ça va?
Est-ce qu'on se contente de bouder froidement? Est-ce que parfois on a des noms d'oiseaux et c'est normal? Ou est-ce que tu as l'impression qu'il y a une violence verbale inouïe? Comme si l'autre te montrait enfin son vrai caractère. Derrière ce masque de personne saine se cache finalement quelqu'un qui est extrêmement violent. Une dispute qui va vraiment trop loin, avec des critiques, avec un manque de respect énorme, il y a quelque chose de problématique à ça. Ça te révèle beaucoup sur la personne. Et puis si jamais tu lui en parles, tu dis mais comment ça se fait que tu es allé si loin dans cette dispute? Tu as tout cassé à la maison, tu m'as traité de mots que je ne peux pas dire sur YouTube. Comment est-ce que l'autre le justifie? Est-ce qu'il va te dire des choses comme ben c'est juste que je suis comme ça. Dans ma famille, on crie, c'est juste normal. Ou alors je suis scorpion, ou cancer, ou verseau, c'est normal d'être comme ça. Ou alors je suis italien, on parle très très fort italien. Non, non, stop, non, non. Le manque de respect, c'est pas être italien ou scorpion. C'est juste que tu as un problème émotionnel. Tu n'arrives pas à gérer tes émotions. Il y a quelque chose de très grave, tu bouillonnes, d'un coup t'exploses et tu sors tout. Comme si j'étais une décharge émotionnelle. Comme si j'étais un punching ball. Tu décharges tout sur moi parce que tu n'arrives pas toi-même à gérer seul tes ressources émotionnelles. C'est aux enfants qu'on apprend à gérer leur colère, à apprendre à dire les choses, à ne pas exploser. On apprend ça aux enfants. Arriver à l'âge adulte sans savoir gérer ses émotions indique quelque chose de problématique. Je suis désolé, je peux faire aucun exemple de phrase pour vous montrer la différence. Il y a quelques phrases, quand on entend dispute, ça va. Il y en a d'autres que tu imagines très bien, où ça va pas du tout. Il y a des phrases il y a des phrases qui sont traumatisantes. On te dit des phrases sur toi, sur ta famille, sur tes parents, sur ton physique. Il y a des phrases qui sont juste inacceptables, même en cas de grosse colère. Quatrième point, une jalousie excessive. Il y a deux choses qui peuvent rendre un couple compliqué à gérer. Une personne qui est radine, une personne qui est jalouse. Parce que ça n'est pas que lui que ça implique, ça va changer ton propre quotidien. Une personne radine, c'est une personne qui va jamais rien dépenser, tu partiras pas en vacances, tu vas manger des choses que tu n'aimes pas forcément, tu n'auras pas une vie très excitante, ça t'impacte toi forcément. De même qu'une personne qui est très jalouse fait que tu pourras moins voir tes amis, moins sortir, vérifier ton téléphone, ne plus communiquer avec personne parce que tu auras toujours peur que l'autre explose et donc du coup tu marches sur des œufs. Cinquième drapeau rouge, un passif d'infidélité. Là c'est juste les statistiques qui parlent. Une personne qui a été infidèle a 30% de chance en plus de l'être dans les relations d'après. Chaque fois qu'on te parle de ça, demande-toi bien quelles sont les circonstances. Si maintenant, il y a peut-être un cas que j'excuse, encore, si ça n'implique que moi, et je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y a certaines relations, les premières relations très longues. Par exemple, ton partenaire a été en couple pendant 10 ans ou 20 ans. Et sur les 3 derniers mois, sachant qu'il y a eu des enfants, une maison, etc. Et sur les 3 dernières semaines ou 3 derniers mois, il y a eu une personne pour prendre le relais. Il était infidèle avec quelqu'un d'autre. J'ai tendance à excuser ça, pour ma part, hein, parce que je me dis que l'implication sociale et le mariage et la frustration est tellement longue qu'un jour ça finit juste par craquer et souvent il y a un divorce qui est juste après. Je fais une grosse différence entre, par exemple, ce cas de figure, encore qui serait discutable. Je vous laisse me critiquer en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Très discutable. Mais je fais une grosse différence entre ça et une autre personne qui, pendant toute la relation, aurait trompé son mari ou sa femme, ou avec même plusieurs personnes au passage. Sixième point, il ne souhaite pas te présenter ses amis ni sa famille. Ou alors, il ne veut pas rencontrer tes propres amis et ta famille. Et là, on a deux sujets qui sont très différents. Une personne qui ne souhaite pas que tu rencontres ses amis et sa famille, c'est une personne qui cache quelque chose. Il y a un dossier sur lui ou sur elle, il se passe quelque chose. En tout cas, il ne veut pas que tu saches. Et c'est pour ça qu'il va s'arranger pour que tu ne sois jamais en contact avec ces personnes. Il y a quelque chose de l'ordre de la protection. Il veut se protéger, il ne veut pas que tu interfères là-dedans, ni que tu saches des choses sur lui. Maintenant, dans l'autre cas de figure, s'il ne souhaite pas rencontrer tes amis ni ta famille, c'est qu'il ne t'accepte pas pour qui tu es. Quand on se met en couple, c'est pas juste deux êtres humains qui se rencontrent et qui s'embrassent et qui emménagent ensemble. C'est un groupe d'individus. Il y a éventuellement tes enfants, tes parents, tes amis, tes voisins. Il y a tout un tas de monde qui est impliqué et c'est tous ces deux groupes d'amis qui seront ensemble. Si maintenant ton partenaire ou ta partenaire n'accepte que toi sans prendre ton environnement, c'est très probablement qu'elle ne t'accepte pas pour qui tu es, elle te prend juste pour un rôle ou pour une fonction. Je prends juste cette personne sans vouloir m'impliquer dans le reste. Et je vais modeler cette personne que je vais prendre toute seule dans ma vie et lui imposer des choses. En tout cas, dans les deux cas, c'est drapeau rouge. En principe, si on aime quelqu'un, on aime aussi son environnement. On est fait des gens qu'on fréquente. On ressemble aux gens qu'on fréquente. Donc en principe, si on t'aime toi, on aime aussi tous ceux qui sont autour de toi. Le septième point, le septième drapeau rouge, c'est le love bombing. Alors, qu'on se mette d'accord.
Il y a ce qui s'appelle la phase de lune de miel, qui dure de 3 à 6 mois. Au tout début de la relation, on voit l'autre avec des yeux très amoureux, on le trouve génial, ça se passe bien. Et plus fort que cette phase de lune de miel, il y a ce qui s'appelle le love bombing. C'est des phrases comme par exemple «Je n'ai jamais rencontré une personne comme toi». C'est quelqu'un qui va te dire au bout de 3 jours qu'il t'aime, qu'il veut t'épouser. C'est quelqu'un qui te dit «Mais t'étais caché où tout ce temps? Tu es une femme ou t'es un homme qui est parfait». C'est trop beau pour être vrai. Et si tu te poses cette question, c'est que c'est probablement trop beau pour être vrai. Ce qu'il faut savoir, que ce soit en lune de miel ou en love bombing, c'est que on a souvent l'équivalent inverse juste après. Si c'est monté très haut pendant la phase de love bombing, ça va descendre très très bas juste après. Parce que tu n'es pas parfait. Désolé de te l'apprendre, je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait, même le pape n'est pas parfait. Personne n'est parfait sur Terre. Donc si quelqu'un te dit tu es parfait, tu sais déjà qu'il se trompe. Tu as des défauts. C'est juste qu'il ne les a pas encore vus. Et s'il t'idéalise autant pendant les premiers jours, premiers mois de la relation, c'est qu'il va être d'autant plus déçu ou désabusé par la suite. Je dis pas que t'es pas quelqu'un de génial, tu l'es. C'est juste qu'on est géniaux dans nos qualités, mais aussi dans nos défauts. C'est ce qui fait notre propre personnalité. Donc, une phase de lune de miel, c'est normal dans un couple, mais jusqu'où? Si t'as l'impression que ça va beaucoup trop vite, beaucoup trop loin, mets un stop, ou en tout cas, méfie-toi de cette relation. 8e point, une personne qui est secrète. On a parlé tout à l'heure de ne pas connaître ses amis. Mais il n'y a pas que ça. Tu connais pas clairement ses envies ou ça peut changer de temps en temps. Son travail est flou, ses revenus, tu sais pas ce qu'il gagne, combien il possède. Tu connais pas son agenda, c'est-à-dire que tu ne sais pas précisément ce qu'il fait. Je dis pas qu'il faut être un psychopathe jusqu'à savoir minute par minute où est-ce qu'il est, mais même globalement dans sa journée, dans ses soirées, tu sais pas exactement ce qui se passe chez lui. Celui qui cache sa vie ne veut pas que tu connaisses ses fragilités. Et généralement, 9 fois sur 10 en tout cas, une personne qui cache ses fragilités, c'est une personne qui veut te contrôler, qui veut avoir l'ascendant sur toi, qui veut être la personne qui est dominante. Pour être dominant, je dois cacher mes faiblesses. C'est pas que j'en ai pas, encore une fois, on a tous des défauts. Mais en tout cas, il les cache pour avoir toujours l'ascendant sur toi. 9e point, très inquiétant, des mensonges ou du gaslighting dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Vous avez vécu une soirée chez des amis, mais quand vous en sortez, votre vision diffère totalement. Quand vous débriefez en voiture sur ce qui s'est passé, c'est pas la même chose. Ton partenaire te dit, t'as été ridicule dans la soirée, alors que toi, t'as passé une bonne soirée. Ça peut être sur une soirée, ça peut être sur des vacances que vous avez passées, sur un repas d'il y a quelques jours, qu'importe. T'as l'impression que l'autre transforme toujours la réalité à sa manière, sans jamais prendre en compte ta vision des choses. 10e point, tu es toujours le seul ou la seule à te remettre en question et à t'excuser. Pour rappel, on progresse dans la vie lorsqu'on reconnaît ses erreurs. Encore une fois, on n'est pas parfait. J'arrête de parler de ça après, mais on a tous des défauts, on fait tous des erreurs. Si je veux progresser, je dois accepter que j'ai été bête, que j'ai fait une erreur, pour ne pas le refaire après. L'équation, c'est empathie plus remords égale progrès ou égale évolution. Je me comporte pas de la bonne manière avec, par exemple, mon meilleur ami, je lui fais une mauvaise blague. J'ai de l'empathie de comprendre que je lui ai fait du mal. J'ai des remords, je n'aurais pas dû lui faire du mal. Je me suis mal comporté. En ayant compris ça, je vais me comporter différemment avec mon ami par la suite. Je vais m'excuser ou ne plus dire ce genre de blague ou de phrase. Donc là, j'ai progressé dans ma relation avec mon ami parce que j'ai accepté d'être en tort. En entreprise, si jamais je fais une erreur, si jamais tu fais une erreur, tu t'excuses, tu comprends et tout le monde progresse. Une entreprise qui marche bien, une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui sait que les employés feront des erreurs, mais qui savent qu'on peut progresser, évoluer et comprendre de toutes nos erreurs. Thomas Edison, qui a été le créateur de la première ampoule, a grillé 6000 filaments avant d'arriver à en réussir une seule. Il a dû accepter de se tromper 6000 fois, progresser et changer pour arriver à ce qui est une lumière quelque part. En couple, c'est pareil. C'est accepter qu'on peut être bête, qu'on peut s'être trompé, faire son mea culpa et avancer. Si tu es le seul dans la relation à évoluer et que l'autre ne bouge pas, tu es dans une espèce de rapport de force qui est compliqué. Et ce qui est important dans un couple, c'est pas de gagner, c'est pas d'être dans un rapport de force, d'être dans un rapport d'intelligence où on progresse tous les deux dans la même direction. 11e red flag, tes qualités sont prises comme des défauts. T'es quelqu'un de gentil, t'es vu comme quelqu'un de trop gentil. T'es quelqu'un de patient, t'es vu comme quelqu'un dont on peut abuser de sa patience. T'es quelqu'un de généreux, on va te dépouiller. Il est important de trouver une personne qui restera loin de tes limites. Tu n'es pas censé te battre en amour, en amitié, pour protéger tes limites. Tu es censé être face à des personnes qui sont intelligentes, qui savent jusqu'où ils peuvent aller et qui restent loin de ce qui te rendrait dingue. C'est ça le respect de l'autre.
12e point, qui pourrait paraître évident, mais qui ne l'est pas. Tout le monde te dit que cette personne est problématique. Tout le monde te dit de fuir. Et il y a un test qui est infaillible, qui marche à chaque fois. C'est lorsqu'on pose une question qui est toute simple et qui est la suivante. Cette question, c'est: pourquoi est-ce que tu l'aimes? Et il y a deux types de réponses à ça. Si la personne répond: je ne sais pas, je le trouve très séduisant, il y a quelque chose de magique entre nous. Si tu n'arrives pas à le définir, c'est que tu es dans une relation qui est toxique. Parce que dans une relation saine, quand on te pose la question de pourquoi est-ce que tu l'aimes, tu sauras dire précisément les 3, 4 ou 5 qualités que tu adores chez l'autre. Mais si tu es flou, c'est qu'a priori la relation est toxique. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas ceux qui nous recommandent de fuir? Parce que souvent on est amoureux, dans une relation de dépendance, d'une personne toxique qui fait un amour qui est fort au passage. Les personnes malsaines font des relations qui sont très fortes et on se dit: ils ne savent pas tout, ils ne comprennent pas son enfance, ils ne savent pas ce qu'on a vécu ensemble, ils ne connaissent pas la force de notre amour. Alors qu'en réalité, les gens à l'extérieur ont souvent un regard assez lucide sur ce qui se passe. 13e point, cette relation te fait perdre tes amis, te met en difficulté à ton travail, te fait perdre de l'argent, te fait perdre ta joie de vivre. Une relation amoureuse ne devrait pas avoir d'impact sur les autres pans de ta vie. Si la personne en face de toi t'aime vraiment, elle fera tout pour que tu restes en bonne santé, avec des amis, heureux dans ton métier et heureux dans ta vie. 14e point, les disputes ne se résolvent jamais en quelque chose de positif. Est un couple qui s'alourdit de plus en plus. Un peu comme un bateau qui mettrait une ancre, puis une deuxième, puis une troisième, et tu sens que la vitesse pour avancer est de plus en plus compliquée. Le bateau est de plus en plus lourd. Les problèmes sont récurrents, rien ne se résout et ça revient tout le temps. Les mêmes sujets en boucle. Oui, mais il y a 2 ans, tu as fait ceci. Oui, mais il y a 4 ans, tu as fait ça. Oui, mais il y a 3 semaines. Et ces sujets sont sans fin. Quoi qu'il se passe, à chaque fois que tu penses que c'est résolu, ça va revenir par la suite. Encore une fois, tu as affaire à un couple qui est toxique. 15e point, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Tu n'oses pas aborder des sujets simples. Parfois, des gens m'appellent et me disent: Antoine, j'aimerais comprendre ce qu'il se passe, pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ci ou comme ça. Et je réponds souvent aux gens, mais simplement, posez-lui la question. Demandez-lui. Pourquoi est-ce qu'il a une mauvaise humeur le matin? Pourquoi est-ce qu'il vous traite mal? Posez-lui la question. Et les gens n'osent pas. Se disent: ouais, mais si je le dis, ce sera encore pire par la suite, il va s'énerver, ça va être compliqué. Si tu n'oses pas aborder des sujets simples, sans que l'autre s'énerve, si tu dois marcher sur des œufs parce que tu as peur que ce soit un nouveau drame, dans ce cas, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne. Personne saine, tu peux lui dire les choses. Tu peux dire: voilà, j'arrive pas à comprendre. Tu es fâché depuis 3 jours, qu'est-ce qui se passe? L'autre devrait te répondre honnêtement: bah voilà, depuis 3 jours, il se passe ci, il se passe ça. Sans faire de mystère. Une personne saine sait aborder les problèmes, elle sait entendre les reproches, elle sait trouver des solutions, elle sait avancer avec toi. Une personne toxique, par contre, tu ne peux rien aborder avec elle. Tu ne peux pas lui poser des questions simples. Ça se retournera toujours contre toi. Il va te dire: c'est toujours pareil, tu me critiques, tu m'accuses, c'est toi le problème, etc. Voilà mes amis, j'espère que vous avez noté ça sur une feuille pour vous en souvenir. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.